l'équivalent de 500 bombes atomiques d'Hiroshima, vient d'être rejeté dans l'atmosphère. Здравствуйте, с вами говорит инженер атомный энергетик Григорий Медведев. Bonjour, je m'appelle Grigori Medvedev, je suis ingénieur atomiste. Juste après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, parce que si c'était grave, on doit nous évacuer. Это как крушение, надо так значить, наверное. Чернобыльская молитва. La supplication de Svetlana Alexievitch. Traduction Galia Ackerman et Pierre Laurent. Нету многих. Многих нет уже. Я могу сейчас пересчитать по списку. Beaucoup sont morts déjà. У меня все списки есть. Кого? Всех своих людей. Presque tous. То есть многие умерли? Да. Très jeunes. Tchernobyl, tout feu éteint, irradie encore. Qu'est-ce que c'est la radioactivité? On ne savait pas du tout. Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la 4e tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Témoignage 3. Евгений Александрович Бровкин, enseignant à l'université de Gomel. Je me suis soudain mis à avoir des doutes. Que valait-il mieux? Se souvenir ou oublier? J'ai posé cette question à des amis. Les uns ont oublié. Les autres ne veulent pas se souvenir. Parce qu'on n'y peut rien changer. Nous ne pouvons même pas partir d'ici. De quoi puis-je me souvenir? Dans les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, les livres sur les radiations sur Hiroshima et Nagasaki, et même sur la découverte de Röntgen, ont disparu des bibliothèques. On disait que c'était sur ordre des autorités pour éviter la panique. Il y avait même une blague. Si Tchernobyl avait explosé chez les Papous, le monde entier en aurait eu peur, sauf les Papous. Il n'y avait aucune recommandation médicale, aucune information. Ceux qu'ils pouvaient achetaient des comprimés de iodure de potassium. Il n'y en avait pas dans les pharmacies de notre ville. Il fallait avoir beaucoup de pistons pour s'en procurer. Certains prenaient une poignée de ces comprimés, en les avalant avec un verre d'alcool pur. Les secours d'urgence sauvaient ces gens de justesse. Et puis on a trouvé un signe auquel tout le monde prêtait attention. Tant qu'il y avait des moineaux et des pigeons, la ville pouvait être habitée aussi par l'homme. Un jour, j'ai pris un taxi, et le conducteur s'étonnait de la manière dont les oiseaux se cognaient contre le pare-brise, comme des aveugles, comme des fous, comme s'ils se suicidaient. Je me souviens que je rentrais de mission. De part et d'autre de la route, c'était un véritable paysage lunaire. Jusqu'à l'horizon, les champs étaient couverts de dolomie blanche. La couche supérieure du sol, contaminée, avait été enlevée et enterrée. À la place, on avait versé du sable de dolomie, comme si c'était pas de la terre. J'ai longtemps souffert de cette vision, et j'ai même essayé d'en tirer une nouvelle. J'imaginais ce qui se passerait dans 100 ans. Un homme mutant saute en se propulsant sur ses longues pattes arrière, aux genoux retournés. Dans la nuit, il voit clairement avec son 3e œil, et sa seule oreille sur la nuque entend même la course d'une fourmi. Et à part ces êtres et les fourmis, tout ce qui était vivant sur la terre et dans le ciel était mort. J'ai envoyé mon texte à une revue, et on m'a répondu que ce n'était pas une œuvre littéraire, mais le récit d'un cauchemar nocturne. Bien sûr, je n'ai pas assez de talent, mais je crois qu'il y avait une autre raison. Je me demande pourquoi on écrit si peu sur Tchernobyl. Pourquoi nos écrivains continuent-ils à parler de la guerre, des camps, et se taisent sur ça? Est-ce un hasard? Je crois que si nous avions vaincu Tchernobyl, il y aurait plus de textes. Ou si nous l'avions compris. Mais nous ne savons pas comment tirer le sens de cette horreur. Nous n'en sommes pas capables, car il est impossible de l'appliquer à notre expérience humaine ou à notre temps humain.
Alors, vaut-il mieux se souvenir ou oublier? Je pensais alors à toute autre chose. Arkady Filin, liquidateur. Ça vous paraîtra bizarre, mais à cette époque, j'étais justement en instance de divorce. Soudain, on vient me chercher. On me remet une convocation et on m'annonce qu'une voiture attend en bas. Une sorte de fourgonnette spéciale, comme en 1937. Là aussi, on surprenait les gens la nuit, dans leur lit tout chaud, et on les emmenait. Par la suite, ce schéma ne marchait plus. Les femmes n'ouvraient pas la porte ou prétendaient que leur mari n'était pas là. Elles refusaient même de prendre les convocations. Alors ils ont changé de tactique. Ils allaient voir les gens au travail, ou les coinçaient dans la rue, ou dans les cantines des usines, pendant la pause. Comme en 37. Là-bas, on entrait dans un monde fantastique. Un mélange de fin du monde et d'âge de pierre. Je percevais tout d'une manière particulièrement aiguë, épidermique. Nous vivions dans des tentes au milieu de la forêt, à 20 bornes du réacteur, comme des partisans. On appelait d'ailleurs ainsi les réservistes qui avaient été convoqués comme moi. Des hommes entre 25 et 40 ans. Beaucoup avec une éducation supérieure ou technique. Moi, j'enseigne l'histoire. En guise de fusil, nous avions des pelles. Nous retournions les décharges, les potagers. Dans les villages, les femmes nous regardaient et se signaient. Nous portions des gants, des masques, des tenues de camouflage. Le soleil était chaud. Nous apparaissions dans leur potager comme des diables. Elles ne comprenaient pas pourquoi nous retournions leurs parcelles, arrachant les plants d'ail et les choux, alors qu'ils semblaient parfaitement normaux. Les grands-mères se signaient et criaient « Petit soldat, est-ce la fin du monde ?» Dans une maison, le four était allumé et une bonne femme y faisait frire du lard. On a approché le dosimètre. C'était pas un four, mais un véritable petit réacteur. Ils nous ont invités. « Restez manger un morceau, les gars. » Nous avons refusé. Mais eux, « Nous allons trouver de la vodka, asseyez-vous, racontez. » Mais que pouvions-nous bien raconter? Près du réacteur, les pompiers marchaient directement sur le combustible mou. Ils luisaient, et ils ne savaient même pas ce que c'était. Alors nous autres, que pouvions-nous savoir? Nous y allions. Nous avions un seul dosimètre pour une unité entière. Et la radiation n'était jamais la même à des endroits différents. L'un de nous travaillait là où il n'y avait que 2 run-guns et un autre là où il y en avait 10. D'un côté régnait l'arbitraire, comme dans les camps, et de l'autre la peur. Moi, je voyais tout comme de l'extérieur. Un groupe de scientifiques est arrivé en hélicoptère. Ils portaient des vêtements spéciaux de caoutchouc, des bottes hautes, des lunettes de protection, comme pour un débarquement sur la Lune. Une vieille femme s'est approchée de l'un d'eux. « Qui es-tu » ?»« Un scientifique. »« Un scientifique ? Voyez comme il est affublé. Et nous alors ?» Elle l'a poursuivi avec un bâton. Je me suis dit à plusieurs reprises que l'on finirait par faire la chasse aux savants pour les noyer, comme au Moyen-Âge. J'ai vu un homme dont on enterrait la maison devant ses yeux. On enterrait des maisons, des puits, des arbres. On enterrait la terre, on la découpait, on en enroulait des couches. Je vous ai prévenu, rien d'héroïque. Tous les jours, nous recevions les journaux. Je me contentais de lire les titres. Tchernobyl, lieu d'exploit. Le réacteur est vaincu. La vie continue. Notre Zampolit, l'adjoint politique de notre unité, organisait des réunions et nous disait que nous devions vaincre. Mais vaincre qui? L'atome? La physique? L'univers? Chez nous, la victoire n'est pas un événement, mais un processus. La vie est une lutte. Il faut toujours surmonter quelque chose. C'est de là que vient notre amour pour les inondations, les incendies, les tempêtes. Nous avons besoin de lieux pour manifester du courage et de l'héroïsme. Un lieu pour y planter un drapeau. Le Zampolit nous lisait des articles qui parlaient de conscience élevée et de bonne organisation.
du drapeau rouge qui flottait au-dessus du 4e réacteur quelques jours après la catastrophe. Il flamboyait. Au propre, hein. Un mois plus tard, il était rongé par la radiation. Alors on a hissé un nouveau drapeau. Et un mois plus tard, un 3e. J'ai essayé de me représenter mentalement ces soldats qui grimpaient sur le toit. Des condamnés à mort. Le culte païen soviétique, me direz-vous. Un sacrifice humain. Mais à l'époque, si l'on m'avait donné ce drapeau, j'y serais allé moi-même. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Je ne craignais pas la mort. Ma femme ne m'a même pas écrit. Pas une seule fois en 6 mois. C'est mon secret, hein. Personne ne le sait, j'en ai parlé qu'à un ami. Je suis cadreur de cinéma. Je suis allé là-bas en me disant qu'il n'y a qu'à la guerre qu'on devient un véritable écrivain et tout ce genre de choses. Mon écrivain préféré était Hemingway. Et mon livre de chevet, L'adieu aux armes. Je suis arrivé. Les gens s'affairaient dans leur potager, des tracteurs et des semeuses travaillaient dans les champs. Je savais pas ce qu'il fallait filmer, il n'y avait aucune explosion en vue. Première séquence. Dans un club de village, un téléviseur est installé sur la scène. On a rassemblé les gens pour écouter Gorbatchev. Tout va bien, tout est sous contrôle. Le village était en pleine désactivation. On lavait les toits. Mais comment laver un toit qui fuit chez une vieille grand-mère? Fallait enlever la surface de la terre jusqu'à la profondeur d'un manche de pelle, couper donc toute la partie féconde. Bon, on sait où chez nous, il n'y a que du sable. Alors, les bonnes femmes, obéissant aux injonctions du soviet, creusaient la terre, mais elles n'enlevaient que l'humus qui était dessus. Dommage que je ne l'ai pas filmé. Partout où j'allais avec mon équipe, on disait « Ah, les cinéastes, on va vous trouver des héros. » Par exemple, un vieillard et son petit-fils qui ont mis 2 jours pour conduire les vaches du kolkhoz, de leur village situé tout près de Tchernobyl, jusqu'à l'endroit où ils ont été évacués. Après le tournage, le vétérinaire du coin m'a montré l'énorme tranchée dans laquelle ces vaches ont été enterrées à l'aide d'un bulldozer. Mais j'ai pas eu l'idée de filmer ça. Je me suis éloigné de la tranchée pour tourner un épisode dans la meilleure tradition du cinéma documentaire soviétique. Les conducteurs du bulldozer lisant la Pravda, avec un titre en lettres énormes, « Le pays ne vous abandonne pas dans le malheur ». De plus, j'ai eu de la chance. Une cigogne s'est posée sur le pré à côté, tout un symbole. Nous vaincrons, quelles que soient les difficultés, la vie continue. Les routes de campagne, la poussière. Je comprenais déjà que ce n'était pas de la poussière toute simple, qu'elle était radioactive. Je protégeais ma caméra comme je pouvais, c'était tout de même un instrument sensible. Le mois de mai était très sec cette année-là. Et je ne sais pas combien de poussière nous avons avalé nous-mêmes. Au bout d'une semaine, nous avions les ganglions lymphatiques enflammés. Nous économisions la pellicule, en attendant Sliounkov, le premier secrétaire du comité central de Biélorussie. Personne ne nous avait dit à l'avance à quel endroit il allait apparaître, mais nous l'avions facilement deviné. Un chemin de terre que nous avions emprunté la veille, soulevant des tourbillons de poussière, était en travaux le lendemain. On le couvrait d'une triple couche de bitume, tout était clair. Voilà donc le chemin de la haute direction. Ah, j'ai pu filmer nos dignitaires lorsqu'ils sont arrivés. Ils prenaient bien soin de ne pas marcher en dehors de l'asphalte, même d'un seul centimètre. J'ai filmé ça, mais je ne l'ai pas utilisé dans mon sujet. Des brides de souvenirs me traversent la tête, des images. Le président du kolkhoz a besoin de 2 camions pour évacuer sa famille, ses affaires, ses meubles. Le secrétaire de la section locale du parti exige un camion pour lui tout seul. Et tout ça, j'en étais témoin au moment même où les moyens de transport manquaient.
On ne parvenait pas à évacuer tous les enfants de la crèche, mais le président du kolkhoz trouvait que même 2 camions n'étaient pas suffisants pour transporter tout son attirail, y compris des bocaux de 3 litres de confiture et de conserve maison. J'ai vu charger tout ça, mais je ne l'ai pas filmé non plus. Nous avons acheté du saucisson et des conserves au magasin du coin, mais nous avions peur de les manger. Nous avons trimballé ces sacs avec nous car nous n'avions pas le cœur à les jeter. Le mécanisme du mal fonctionnera ainsi, même au moment de l'apocalypse, j'en suis sûr. On répandra des rumeurs, on fera de la lèche au supérieur, on s'efforcera de sauver sa télé ou son manteau d'Astrakhan. Même le jour de la fin du monde, l'homme restera tel qu'il est maintenant. Il ne changera pas. Une fois, j'ai montré à des enfants mes sujets sur Tchernobyl. On m'a fait des reproches. On m'a dit pourquoi il ne faut pas. Ils vivent déjà dans la peur, au milieu de toutes les conversations. Leur formule sanguine a changé, leur système immunitaire est atteint. J'attendais un auditoire d'une 50aine de personnes, mais la salle était pleine. Un garçon qui rougissait et balbutiait a pris la parole. Il m'a demandé pourquoi ne pouvait-on pas sauver les animaux qui sont restés là-bas. J'ai pas pu lui répondre. Nos livres, nos films parlent seulement de la pitié et de l'amour pour l'homme. Rien que pour l'homme. Pas pour tout ce qui est vivant. Pas pour les animaux ou les plantes. C'est autre monde. Mais avec Tchernobyl, alors là, l'homme a levé la main sur tout. Une chose extraordinaire m'est arrivée là-bas. Je me suis approché des animaux, des arbres, des oiseaux. Ils me sont plus proches qu'auparavant. La distance entre eux et moi s'est rétrécie. J'y suis allé à plusieurs reprises dans la zone pendant toutes ces années. Un sanglier bondit hors d'une maison abandonnée et pillée. Une biche sort d'une habitation. J'ai filmé tout ça. Je veux faire un film. Et tout voir au travers des yeux d'un animal. Qu'est-ce que tu filmes, me reproche-t-on? Regarde autour de toi, il y a la guerre en Tchétchénie. Mais saint François prêchait aux oiseaux. Il parlait aux oiseaux comme à ses semblables. Et si c'était les oiseaux qui lui parlaient dans leur propre langue, et non lui qui s'abaissait jusqu'à eux? Il comprenait leur langage secret. Vous vous souvenez de Dostoïevski? Il parlait d'un homme qui fouettait un cheval sur ses yeux dociles. Un fou, pas sur sa croupe, mais sur ses yeux dociles. Sergei Gourin, opérateur de cinéma. Bonnes gens, laissez-moi tranquille. Nous autres, nous habitons ici. Vous allez causer et repartir. Mais nous resterons. Regardez ces cartes médicales. Je les prends, je les compulse chaque jour. Ania Boudaï, née en 1985, 380 rem. Nastia Chablovskaya, née en 1986, 560, 785 rem. Nastia Chablovskaya, née en 1986, 570 rem. Alyosha Plenine, né en 1985, 570 rem. Andrei Kotchenko, né en 1987, 450 rem. On prétend que ce n'est pas possible. Comment peuvent-ils vivre avec une thyroïde pareille? Mais c'est la première fois qu'un tel événement se produit dans le monde. Je lis, je vois, jour après jour. Pouvez-vous être d'un quelconque secours? Non. Alors à quoi bon venir? Nous poser des questions? Nous toucher? Je ne veux pas faire commerce de leur malheur ou philosopher là-dessus. Bonnes gens, laissez-moi. C'est à nous de rester vivre ici. Arkady Pavlovich Bogdankevich, assistant médecin. La supplication de Svetlana Alexievitch. Traduction Galia Ackerman et Pierre Laurin. Avec Emmanuel Lemire, Thibaut de Montalembert, Christophe Raymond et David Gesselson. Prise de son, montage, mixage, Guy Senot et Mathieu Leroy. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.